Bonjour et bienvenue à cette quatrième émission de la TVC l'été. Je suis Delphine Dufault, toujours l'animatrice pour cet été. Aujourd'hui, nous visitons le musée Matamaja. Allons en apprendre plus sur le festival Quad matapédien, en plus d'avoir nos jeunes journalistes engagés avec nous et plus encore. Mais nous allons débuter avec l'inauguration de la piste cyclable, le véloroute Desjardins de la Matapédia. Le 21 juillet se déroulait l'inauguration officielle de la piste cyclable à Amqui, située entre le camping et le secteur aux 80. Je suis allée voir le président du conseil d'administration pour le véloroute Desjardins de la Matapédia, Renaud Minot. Bonjour tout le monde, je me présente, Renaud Minot, président du conseil d'administration pour la véloroute Matapédia. Aujourd'hui, on a aussi d'autres personnes qui sont du conseil d'administration, Mme Blanchette, Mme Odile Roy, Mme Damour et Monsieur Daniel Dumais, que je dois aussi remercier personnellement parce que Daniel a beaucoup travaillé pour aller sur les ententes qu'on a eues avec les propriétaires. Je remercie aussi Francis, qui est l'employé au niveau de la route verte, du travail accompli. En premier, les remerciements que je dois faire, c'est pour les propriétaires des terrains où nous circulons avec ce nouveau tronçon. Il y a eu M. Jean-Roch Dubé et son épouse qui est ici, qui nous ont permis de passer sur leur terrain. OK? Il fallait vraiment faire une demande par rapport au terrain agricole. Donc, c'était un peu, je n'utiliserai pas le mot, important pour nous autres de respecter les terrains agricoles. Donc, M. Jean-Roch Dubé qui a cédé sa propriété à la compagnie de Gilles Roy, les ateliers Gilles Roy, et Mme Mélanie Roy, la représentante des ateliers, a entériné l'entente qu'on avait eue avec M. Dubé. Les autres propriétaires, c'est M. Roland Charest et son épouse. Et ensuite, il y a eu M. Gilles Michaud de la ferme Hergé Michaud, Ghislain Michaud, oui, qui nous autorisait à passer ce terrain. Donc, leur autorisation, c'était le départ pour pouvoir travailler sur le dossier. Suite à ça, il y a eu, évidemment, la recherche de fonds. Donc, on a eu, comme partenaire, le gouvernement du Québec avec le ministère du Transport. On a eu également la MRC de la Matapédia, qui est représentée par Mme Jessie Proulx, qui pourra venir parler un petit peu maintenant, s'il vous plaît. Oui. Donc, bonjour. Normalement, c'est pas moi qui est là, donc je suis un petit peu moins habituée. Je me présente, Jessie Proulx, je suis conseillère en développement local et territorial à la MRC. Je suis heureuse de représenter mon organisation qui a accompagné et soutenu financièrement le projet. Excusez-moi, ça me stresse ces affaires-là. Le projet de piste cyclable entre le camping d'Amqui et le secteur du 80 de la véloroute Desjardins. Notre aide financière de 40 000 provenant du Fonds Région Ruralité permet de soutenir des projets structurants ayant un impact positif permanent sur nos citoyens et les touristes. Ce nouveau tronçon permet de développer le transport actif vers Amqui et est en concordance avec la hausse de la popularité du vélo. Nous espérons que ce tronçon soit pleinement utilisé et soit le début d'un projet d'envergure. Félicitations encore pour ce projet. Bravo! Merci beaucoup. Je m'étais dit, d'avant de passer aux partenaires, de laisser un petit mot, laisser Sylvie faire un petit mot pour ce qu'on a débuté. On a eu l'autorisation de débuter à partir du camping d'Amqui. Donc, Mme Blanchette. Alors, merci Renaud. Alors, bonjour à vous tous. Merci d'être là aussi. Donc, c'est avec beaucoup de fierté comme mairesse de la ville d'Amqui, parce qu'on est à Amqui. Je suis vraiment fière de cette inauguration aujourd'hui, surtout la nouvelle piste cyclable, comme on l'a dit, qui part ici du camping et qui se rend aussi jusqu'au chemin aux 80. Et c'est vraiment une réalisation qui est bien plus qu'un simple lien entre deux points, deux secteurs de notre territoire. Elle représente un investissement dans la qualité de vie de notre communauté. Elle offre un espace sécuritaire
pour les cyclistes, mais aussi pour les marcheurs. Parce que moi, je la pratique comme marcheur, je demeure aux 80. Et c'est un excellent endroit pour le jogging, la marche. C'est vraiment extraordinaire. Donc, les familles aussi, justement, qui peuvent, parce que c'est c'est un petit peu en pente ici, mais après ça, c'est plus plat, fait qu'avec les familles qui peuvent très bien le pratiquer, tout en mettant aussi, justement, en valeur les magnifiques paysages qu'on ne voit pas autrement, qui font aussi la richesse d'Amqui. Donc, cette nouvelle infrastructure favorisera un mode de vie actif qui encourage des déplacements durables, qui ça bonifie aussi l'expérience de nombreux visiteurs. Parce que c'est aussi pour les gens qui viennent aussi au camping à Amqui, bien, regarde, ils ont la piste cyclable dans leur cours. Donc, elle contribue vraiment au dynamisme du camping, de nos commerces et de tout ce qui est notre économie locale. Donc, un projet comme celui-ci, bien, ça ne se fait pas tout seul. Donc, je tiens à remercier sincèrement tous les partenaires qui ont permis cette réalisation et votre engagement, votre collaboration, donc, aura permis de transformer cette vision en une belle réalité. Alors, c'est sûr que j'invite toute la population à s'approprier cette piste aussi, en profiter pleinement et à la parcourir aussi dans un esprit quand même de respect, de sécurité et de convivialité. Alors, que chaque coup de pédale, chaque promenade sera une occasion de découvrir et redécouvrir tout ce que notre milieu a de beau à offrir. Alors, merci à vous tous de votre présence et je vous souhaite de nombreuses randonnées, autant en vélo qu'à la marche. Merci à vous tous. Merci, Mme Blanchette. Ensuite, comme partenaire, on a la Caisse populaire de la vallée de la Matapédia. Donc, M. Michaël Larente, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, merci. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Effectivement, Michaël Larente, représentant de la Caisse vallée de la Matapédia. On est fiers d'être là aujourd'hui puis de représenter vraiment Véloroute de Jardin de la Matapédia. C'est un projet qui est d'envergure, je pense. On l'a nommé tantôt, c'est un projet qui a été coopératif. On a un comité qui a travaillé, un conseil d'administration, qui ont travaillé avec des citoyens qui ont acquéri des terrains afin de rendre le milieu plus actif, plus vivant, de promouvoir les saines habitudes de vie. Donc, on pense que c'est un beau début pour, par la suite, continuer encore une fois à promouvoir ces saines habitudes de vie-là. Donc, les fonds de Desjardins proviennent du FADM, du Fonds d'aide au développement du milieu. C'est un plaisir pour nous d'avoir participé, puis on est content de voir les gens rassemblés ici aujourd'hui. Puis je suis certain qu'on va voir beaucoup de marcheurs, de gens en vélo, mais aussi de coureurs. Fait que ça va être un beau dynamisme pour la région. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, même si ceux qui sont inscrits là sur la pancarte, on va mentionner les autres partenaires qu'on a eus. Cosmos du Bas-Saint-Laurent, Grand Prix cycliste de la Matapédia, Ma financière prêt et placement, Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Club optimiste d'Amqui, Triathlon d'Amqui, EDF Renouvelable Inc., les éoliennes du Lac-Alfred, Énergie éolien vent et du KEM, Club Richelieu La Rocale d'Amqui, Promutuelle Assurance de l'Estuaire, Hôtel d'Amqui Pastelli, Transport CD Bouchard et Filles, André Allé et Fils, Clinique dentaire Pion et Dupéré Inc. Donc, toutes ces partenaires-là nous ont permis la réalisation de cette piste. Les autres personnes l'ont mentionné, le pourquoi d'une piste cyclable hors route, c'est la sécurité qui est priorisée. Donc, et permettre à tout le monde de faire leur activité famille, parce que aller en famille sur le bord de la 132, c'est peut-être un petit peu risqué. Donc, notre projet au niveau de la route verte, c'est de la prolonger le plus longtemps possible, ou pas longtemps, loin possible, OK, pour avoir un circuit intéressant. Parce qu'on le voit dans d'autres régions, on fait du vélo dans d'autres régions, ce qui a des pistes hors route, c'est achalandé. Donc, promouvoir le vélo à ce niveau-là. Donc, c'est un des objectifs du conseil d'administration pour la route verte. Donc, merci à tout le monde de vous être déplacés. Donc, on peut procéder maintenant à la coupure du ruban et l'inauguration
de la route. Aussi, notre objectif, c'est d'aller jusqu'au camping de Val-Brillant. Donc, oui, là, c'est notre premier tronçon, mais il y aura un deuxième tronçon. On est en train de travailler avec les propriétaires du deuxième tronçon pour les droits de passage. Donc, on est à l'étape initiale là, tracer le tracé qui convient à tout le monde, les propriétaires et nous. Puis, aller chercher les subventions, etc. après, les droits, les permissions environnementales, tout ça. Parce que notre objectif, c'est vraiment d'aller au camping, rejoindre le camping de Val-Brillant. Ça prendra le temps que ça prendra, mais quand même ça prendrait 10 ans, on espère un jour se rendre là. Merci, Daniel. Donc, longue vie à la route verte de la vallée de Matapédia et voilà. Merci beaucoup. Quelles étaient vos motivations derrière le développement du segment? Premièrement, au niveau du vélo, c'est très, très important, la sécurité. Donc, à partir du moment qu'on fait des sentiers de vélo hors route, donc en dehors de la 132 ici, on augmente de beaucoup la sécurité des cyclistes et ça va permettre à toutes les gens qui circulent dans la région en vélo ou à pied même, les petites familles, d'obtenir cette sécurité-là. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de développer ce côté-là. Combien ont coûté les travaux? On a eu beaucoup de partenaires. On a eu beaucoup de partenaires au niveau de pour la construction de cette route. Donc, on commence par ça a coûté 209 565 $ pour être précis. Il y a l'apport du ministère des Transports qui est de 89 239 et ensuite la MRC de la Matapédia qui nous a donné 40 000 $ et les caisses populaires de 20 000 $. Ensuite, il y a plusieurs partenaires qui se sont rajoutés selon les montants. Quand les gens vont circuler, à l'entrée ici, c'est marqué sur une affiche les partenaires qu'on a eus au niveau du montage du budget pour la construction de la route verte. Quels sont les avantages pour les cyclistes? Sécurité. Je sais que je me répète, je sais que durant la présentation, ça a été dit régulièrement, c'est la sécurité. Personnellement, je fais beaucoup de vélo et lorsque j'arrive dans un circuit hors route, c'est vraiment... Tu n'as pas à te préoccuper des véhicules ou quoi que ce soit, donc c'est la sécurité. Puis ici, vu que c'est des pistes quand même 3 mètres de large, les petites familles avec les traîneaux en arrière, etc., ça prend environ 1 mètre de large. Donc, sur le bord d'une route achalandée, c'est dangereux, mais dans une piste hors route, c'est parfait pour ces petites familles-là. Donc, c'est un des objectifs, là. Quelle est la distance du tronçon? Pour l'instant, nous avons un tronçon d'1 kilomètre qui part du camping d'Amkoui et qui se rend à la route 80. C'est ce qu'on a pour l'instant. Allez-vous faire une prolongation vers Soleil d'Or et ou Chemin de la Sablière dans le futur? C'est sûr que le conseil d'administration, c'est un de ses objectifs. L'objectif ultime, c'est de se rendre au camping de Val-Brillant. Donc, on y va étape par étape. La prochaine étape, c'est le Soleil d'Or. Donc, on a commencé des rencontres avec les propriétaires. À chaque fois qu'on fait 1 kilomètre ou un pas vers le camping de Val-Brillant, il y a des propriétaires à rencontrer. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler présentement. Déjà, cette semaine, on a déjà des propriétaires qui ont accepté entre 80 et Soleil d'Or. Là, on a des rencontres encore cette semaine. Et ensuite, ça va être à recommencer parce qu'après ça, c'est beaucoup de travail au niveau de l'environnement, au niveau du ministère de l'Agriculture, faire des demandes, aller chercher des autorisations. C'est fait par notre employé, Francis Saint-Laurent. Donc, oui, effectivement, notre objectif, c'est d'atteindre Val-Brillant. Bien, on va espérer que ça va arriver de nos jours, qu'on puisse le voir. Ouais. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Bienvenue. Merci. Salut, nous sommes Elisabeth et Amandine sur les lieux du Triamkoui. Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre d'athlètes et de bénévoles dévoués. Bon visionnement! Allô, aujourd'hui on est avec Daniel Coulombe-Saint-Laurent.
Alors, j'ai débuté. Dans quelle discipline vous êtes le plus confiant aujourd'hui? C'est le triathlon sprint, donc la nage, le vélo et la course. C'est quoi votre objectif aujourd'hui? En fait, l'année passée, j'ai fait le triathlon le même à Saint-Mathieu. Donc cette année, je voudrais essayer de battre mes temps. J'ai réussi à le faire en 1h31 l'année passée. Puis cette année, je vise en bas d'une heure et demie. Donc c'est le fun. C'est ici, dans notre région. Donc je vais essayer de battre mon record de l'année passée. Je vous le souhaite. Puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire? En fait, moi, je fais beaucoup de nage déjà à l'avance. Puis, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est le vélo. Fait que, en plus, en étant dans une belle journée, c'est un dépassement de soi en même temps. Puis, la course, je suis moins à l'aise, mais c'est là que je veux justement me dépasser puis réussir à performer un peu plus que l'année passée. Fait que c'est des petits objectifs qui sont atteignables. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à ça. Puis, je trouve ça super intéressant de faire du sport dans notre région en plus. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Puis, bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, je suis avec Gaëtane Bérubé. D'accord, et quel est votre rôle dans le bénévolat? Moi, je vais donner les médailles pour les tout-petits qui vont faire de la bicyclette puis de la course. OK, puis qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer? J'ai trouvé que c'était une belle activité qui était organisée au lac Omkoui. Fait que ça va attirer beaucoup de gens de l'extérieur. Ça fait que ça va faire pour la municipalité puis la publicité, ça va être bon pour sa publicité. Ouais, puis merci beaucoup et bonne journée. Merci. Aujourd'hui, on est avec Rémi Roy. Alors, je vais débuter. Est-ce que c'est votre premier triathlon? Non, j'en ai fait, il y a 30 ans, j'en ai fait 3. Intéressant. Où? Un à Lac-au-Saumon, un à Rimouski, puis un à Gaspé. Comment vous êtes-vous préparé pour cette... J'y ai pensé beaucoup, puis je me suis dit que je devrais être capable de... J'ai fait un peu de vélo, puis je fais juste cette étape-là, moi. OK, parfait. Et quel est votre objectif cette année? Mon objectif, c'est de le faire dans mon meilleur temps, là, mais tout en restant là, en forme puis restant pas trop fatigué. Merci d'avoir répondu à nos questions, puis bonne chance. Merci. Salut, je suis avec Tuitienne. OK, donc premièrement, est-ce que vous êtes satisfaite de votre performance aujourd'hui? Oui, très. Moi, je viens ici, c'est vraiment pas pour la performance, mon temps ou quoi que ce soit. Je suis juste contente d'avoir fini mon triathlon puis d'avoir participé. C'était vraiment le fun. OK, puis si jamais il y aurait une deuxième édition, est-ce que vous aimeriez le refaire? C'est sûr que oui. Là, l'an prochain, je vais essayer d'être plus prête puis j'aimerais ça faire la distance sprint au moins. Là, j'ai fait juste une initiation cette année. Donc oui, certainement, je vais m'inscrire à nouveau l'année prochaine. Parfait, merci d'avoir accordé du temps. De rien, merci. Bonjour, je suis avec Toine Barabé. Loane Barabé. Samuel Barabé. OK, dans quelle catégorie avez-vous participé? Moi, j'ai participé dans la catégorie sprint. Junior 2. Quoi? J2. OK. Quel est le nom de votre équipe? Moi, c'est les Perches Chaudes. Et même si vous n'aviez pas participé, en quoi avez-vous aidé pour les préparatifs? On s'est assuré que tous les enfants aient de l'eau en masse, les vélos, les casques, la sécurité, qui soient là à l'heure. Puis on a aussi fait les médailles en famille là, pour les jeunes. Donc, c'est ça. OK. Puis est-ce que cela vous donne envie de participer pour peut-être l'an prochain? Peut-être. On va essayer de mettre la participation du père aussi dans la course. OK. Merci beaucoup d'avoir accordé du temps. Hein? Visionné jusqu'à la fin, c'était Elisabeth et Amandine au Triumquis. On se voit dans une prochaine capsule. Bonjour Pamela, on se trouve ici dans le parc régional du lac Matapédia qui a obtenu l'accréditation PARQ. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et ce que ça apporte?
L'accréditation parc, en fait, c'est une espèce de saut d'excellence en tourisme pour assurer aux visiteurs d'avoir une expérience qui est équivalente d'un parc à l'autre. Un peu comme des associations en santé ou en d'autres choses. Fait que quelqu'un qui sait que le parc est accrédité parc peut s'attendre à certaines normes de sécurité, en environnement, dans les infrastructures, dans la signalisation. Donc, nous, on est vraiment fiers d'avoir réussi à acquérir la norme parc parce qu'on veut vraiment consolider, en fait, ce beau territoire-là puis pouvoir continuer à l'exploiter de façon saine. Puis, qu'est-ce que ça a apporté, en fait? Ce qui est le fun, c'est que, tu sais, c'est vraiment beaucoup de paperasse à faire, si on veut, mais ça nous permet de faire de la recherche pour voir qu'est-ce qu'on a d'acquis puis qu'est-ce qu'il nous reste à planifier. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'un point de vue durable aussi, c'est que on a un plan de match. Si on veut, on va avoir l'accompagnement, puis on a eu des conseils pour la suite, pour pouvoir continuer à s'améliorer. Puis, j'avoue qu'on est vraiment très, très fiers parce qu'il a fallu se faire évaluer aussi pour, dans le fond, les pages vertes pour notre code durable, en fait. Puis, on a eu une norme de 71 puis ça, c'est sans avoir fait de changement majeur parce que c'est des valeurs qui sont déjà au sein du parc, au sein de l'équipe, puis qu'on ne savait pas, en fait, que c'est des choses qui allaient normer comme ça. Fait que, tu sais, tout ce qui est approvisionnement local, tout ce qui est faire attention à la nature, c'est vraiment des valeurs qui sont déjà présentes, puis ça a apparu dans la note. Puis on est bien fiers. Quels travaux ont été effectués afin de satisfaire les exigences du PARQ? Comme je disais, c'est ça, il n'y a rien qui a été fait pour parc comme tel. Vraiment, parc, ils viennent évaluer. Puis à la suite, en fait, dans les choses qu'on a améliorées, ça va être de continuer à améliorer la signalisation, en fait, pour être sûr que quelqu'un qui vient de n'importe où au Québec, ou peu importe son niveau d'aisance pour s'orienter dans le bois, dans les sentiers ou quoi que ce soit, bien, que ces gens-là soient bien pris en charge. Surtout que le parc est accessible. Tu sais, il n'y a pas personne à l'entrée qui va te guider. Fait que pour être sûr que les gens puissent se diriger facilement puis qu'ils se dirigent vers des sentiers aussi qui sont à la hauteur de leurs ambitions, là. Fait que, dans le fond, on n'a pas eu de gros travaux à faire, mais on est bien content d'avoir l'accompagnement de parc pour continuer à s'améliorer. Le projet représente des investissements de plus d'1 million de dollars. Qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui reste encore à faire? Dans le fond, l'image de marque du parc a été refaite au complet, la signalisation aussi en grande partie. Il reste encore quelques pancartes à installer, mais la majorité a été faite. On a des nouvelles toilettes, d'ailleurs, on a des exemples là aussi qui ont été ajoutés. Les anciennes sont encore là, mais ça offre encore plus de services. Parce que le but, c'est éventuellement d'accueillir encore plus de gens au parc, mais pour ça, bien, il faut être bien structuré, il faut être sécuritaire, il faut être bien affiché, en fait, pour que les gens se dirigent bien. Fait que l'investissement est vraiment au niveau de ça. On peut voir derrière nous aussi, il y a 2 aires de jeu qui ont été implantées, donc ici et à la baie de Charlie. Donc ça, il va y avoir aussi du nouveau mobilier urbain, des nouvelles poubelles qui restent à installer aussi avec, dans le fond, en bac 3 voies, donc récupération, compost et vidange qui ça s'en vient. Puis, dans le fond, ce qui reste à faire, c'est le pavillon d'accueil. Donc, quand on s'en vient, on peut voir qu'il y a déjà des travaux de déboisement pour la section du pavillon qui sont en construction. Puis sinon, après ça, pour phase 1 et 2, on commence à être assez complet. Mais fait que pour l'instant, c'est ça. Là. Mais ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail. Puis il y a beaucoup de balises qui ont été rajoutées dans les sentiers aussi pour vraiment aider à diriger les gens. Donc, c'est ça. C'est un peu toute la structure de consolidation là, dans laquelle on est présentement. Combien de sentiers sont officiellement disponibles et quel est le niveau de difficulté de ceux-ci? On a officiellement 8 sentiers disponibles qui sont de débutants et intermédiaires. Puis honnêtement, on aime ça comme ça parce que le parc a un territoire qui est magnifique, mais étant à côté de la Gaspésie, les gens souvent, ceux qui sont à la recherche de plus grands défis, bien, ils ont déjà accès à ces sentiers-là aussi. Fait que quelqu'un qui veut venir en famille, quelqu'un qui commence, qui veut s'initier, ou juste qui est raqué parce que justement il a fait les grands parcs en Gaspésie, bien, le parc de la Matapédia, c'est vraiment super parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis c'est ça, ça peut vraiment convenir à une grande variété de clientèle aussi, même pour se réchauffer, prendre un petit break de route. Là. On sait que la Matapédia, c'est un lieu de passage qui est quand même assez convoité. Les gens veulent de plus en plus arrêter aussi. Fait que juste se dégourdir des fois quand on fait de la route en provenance de Québec, Montréal ou Matane même, c'est le fun de venir se dégourdir facilement sans nécessairement partir pour la journée au complet. Là. Dans le parc, il y a quelques secteurs plages, mais la MRC mentionne que la baignade y est interdite. Pourquoi? Il faut savoir que la baignade au Québec, c'est régi par des lois qui sont super strictes.
On le sait qu'on a vraiment des belles plages. Je sais que le lac est vraiment attirant, sauf que si nous, on affiche que la baignade est autorisée, ça vient avec des grandes responsabilités aussi de dire que la baignade est autorisée. Ça impliquerait qu'il faudrait fermer les plages quand, dans le fond, il n'y a pas de sauveteur. Parce que ça impliquerait que, à toutes les fois qu'il y a une plage horaire d'ouverte, qu'on dit que la baignade est autorisée, d'avoir quelqu'un de qualifié sur place à des endroits spécifiques aussi, puis d'interdire aussi, en dehors de ces plages-là, la baignade parce que c'est ça, ça vient vraiment avec des grandes responsabilités, puis on n'est pas outillé pour être capable de gérer ça. Puis, tu sais, c'est qu'il y en a beaucoup de berges. Tu sais, c'est pas juste à un endroit aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse un peu les compétences qu'on a actuellement, puis la main-d'œuvre, puis tu sais, on veut pas commencer à clôturer, on veut que les gens puissent profiter du parc, on veut que les gens puissent profiter des plages aussi. Donc, malheureusement, c'est ça, on peut pas afficher que la baignade est autorisée. Parce qu'on se doit de respecter la réglementation qui nous régit aussi. Là. Est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir une véritable zone de baignade autorisée dans le parc? C'est sûr qu'on sait que ça a un fort potentiel d'attrait touristique. Présentement, à court terme, c'est pas dans les cartes, comme je disais, parce que ça vient avec une charge. Ça vient avec une énorme responsabilité qu'on n'est pas capable de prendre. Fait que tant qu'à pas le faire comme il faut ou à le faire tout croche, on est mieux de ne pas s'embarquer là-dedans pour l'instant. On est vraiment en mode structuration de la randonnée pour l'instant. On veut que ça soit accueillant, que ça soit des espaces familles qui sont complets, qui ont vraiment tous les services, même s'il n'y a pas d'accueil officiel. C'est pas exclu, mais là, c'est ça. Là, on est en train de terminer les phases 1 et 2. Là, ça va être d'évaluer qu'est-ce qu'on a de fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est quoi les enjeux qu'on a rencontrés, puis qu'est-ce qui reste à améliorer. Puis après ça, de voir qu'est-ce qu'on va développer selon les priorités qu'on va établir. Là. Quelles activités nautiques sont permises sur le lac à partir du parc et quelles consignes de sécurité les gens devraient-ils connaître avant de partir en kayak, en canot ou en planche à pagaie? Premièrement, je crois que la chose à savoir, peu importe l'embarcation, qu'elle soit motorisée ou pas, c'est que c'est super important de laver son embarcation. Il y a 3 stations de lavage qui sont au parc Pierre-Brochu, à la marina d'Amqui et à la marina de Val-Brillant. Puis parce que c'est que d'un point d'eau à l'autre, il y a toujours, il y a toutes sortes de j'ai virus en tête, mais c'est pas le bon mot, là, mais de bactéries qui peuvent se coller sur les coques, quoi que ce soit. Aussi, ouais. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment important, autant quand on sort que quand on rentre, soit d'être autonome là-dessus pour protéger notre beau lac puis protéger les autres autour aussi, parce que ici, on a quand même quelques cas de vivipare georgienne, je crois. En tout cas, c'est un petit escargot, en fait, qui est super envahissant, fait qu'on voudrait pas que ça contamine ailleurs non plus. Puis sinon, officiellement, sur le lac, tout est permis. Mais c'est sûr qu'on demande aux gens d'être sécuritaires, donc autant dans leur conduite que dans la cohabitation avec les autres, de porter des vestes de sécurité, puis d'y aller avec la logique, en fait. Après les travaux actuels, quelles seront les prochaines grandes priorités? Le notice, l'hébergement, le camping, les activités hivernales ou le développement de d'autres secteurs? Comme je disais tantôt, c'est qu'on ne peut pas se prononcer là-dessus tout de suite parce qu'il faut vraiment évaluer qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant. Puis quand l'évaluation du développement du parc a été faite, ça fait quand même 2-3 ans, ça évolue tellement vite. Puis les habitudes de plein air chez les gens évoluent beaucoup. L'intérêt est toujours grandissant, ce qui est vraiment le fun aussi. Donc, mais ça va être de voir justement avec autant les partenaires à l'interne, les outils et tout. Il n'y a rien qui est exclu pour le moment, mais on n'a rien de ciblé pour la phase 3 et 4 encore parce qu'on attend de terminer 1 et 2 pour voir c'est quoi la chose qui est logique et prioritaire à faire pour la suite. Bien, merci beaucoup, Pamela, pour votre temps. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Bonjour, même si vous me connaissez peut-être déjà, nous sommes Elisabeth et Amandine. Aujourd'hui, on va aller découvrir le projet lancé tout récemment par Distribution Matapédienne. Pour débuter, je suis avec Mike pour en apprendre davantage sur leur entreprise et le projet. Salut Mike, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, premièrement, pouvez-vous nous parler de votre entreprise? Nous sommes une entreprise 100% matapédienne. Dans le fond, notre but, c'est de faire les meilleurs prix possibles pour aider le plus de monde possible. OK. Puis, pouvez-vous nous résumer votre nouveau projet?
Notre projet, c'est qu'on débarque une famille avec 10 entrepreneurs. On fournit les matériels, l'ouvrage, tout gratuitement pour aider une famille dans le besoin. OK. Comment les familles peuvent-elles s'inscrire? Soit nous écrire en Messenger privé, soit directement sur la page Facebook ou nous appeler. Et quel genre de projet de rénovation sont admissibles? Tout projet qui peut aider une famille. Soit une toiture, un extérieur de maison, isolation, rampe handicapée, n'importe quoi. OK. Puis jusqu'à quand les gens peuvent-ils participer? Jusqu'au 3 août. Et quel message aimeriez-vous dire aux familles qui hésitent à participer? Soyez pas gênés, c'est 100% gratuit, puis on va le faire le 28 août pour vous aider. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour ma part, je vais le questionner sur l'origine du projet. Bonjour, je suis avec. Avec Guillaume. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer ce concours? Qu'est-ce qui nous a donné l'idée de lancer ce concours? C'est qu'on a vu que le coût de la vie va beaucoup augmenter, surtout les matériaux, puis on voulait aider une famille qui était dans le besoin. Quel est l'objectif principal de cette initiative? L'objectif principal, c'est vraiment d'aider quelqu'un qui est dans le besoin financier, premièrement, puis les aider à faire leur réno quand ils sont pas capables de les faire. OK. Puis, est-ce que des entreprises ou des bénévoles participent au projet aussi? Oui, il y en a plusieurs. Je vous les nommerai pas tous parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais oui, beaucoup de personnes locales qui vont nous aider avec ce projet. Selon vous, pourquoi ce type d'initiative est-il important dans notre région? Ben moi, je pense qu'ici, ce serait le fun qu'on s'entraiderait plus souvent. Il y a des grosses entreprises qui seraient capables mais qui le font pas. Je suis d'accord. Puis, aimeriez-vous refaire ce concours dans les prochaines années? Oui, on aimerait ça. Surtout si tout le monde veut participer comme qui participe maintenant. Là. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions, puis on vous souhaite une belle journée. Merci. On espère que vous avez apprécié cette capsule. C'était Amandine et Elisabeth en compagnie de Distribution Matapédienne. Merci d'avoir écouté. Une 24e édition s'annonce du 4 au 6 septembre du Festival Quad Matapédien. Qui de mieux pour demander à André Blouin, le président du club VTT de la Matapédia, pour nous en parler. Monsieur Blouin, le Festival Quad de la Matapédia est devenu un rendez-vous incontournable à travers la province. En tant que président du club, quelle est votre plus grande fierté en voyant tous ces quadistes débarquer chez vous cette année? Bien, ils vont arriver, là, les gens arrivent souvent une semaine d'avance, puis partent souvent une semaine après. Tant qu'à venir, ils viennent. Les gens qui participent au Festival Quad, là, c'est tout du monde de l'extérieur à 98 %. C'est des gens qui viennent voir comment c'est ici, puis qui reviennent les années suivantes en montrant aux autres, en amenant des nouveaux. Ça fait que le but du Festival Quad, c'était d'amener des gens dans la région, et ça fonctionne. Tous nos coups n'ont pas été bons, mais celui-là, ça fonctionne depuis 24 ans cette année. Puis on va avoir 250 personnes, environ 300. Il y a des années, on a eu des grosses années... on pourrait dire mieux que ça ou pire que ça, là. Quand il y a déjà été 850. Mais là, c'est tous des groupes d'une quinzaine de personnes. Ça fait que les gens aiment ça, c'est pas trop. Puis on divise ça en 2 groupes. Une randonnée verte, randonnée rouge. Ça fait que ça lui permet de ne pas avoir des filets interminables. Puis d'arriver au repas, puis passer chacun le tour, là, puis ça va vite. C'est le but de ça, c'est de faire connaître notre région et ça fonctionne. On qualifie souvent la Matapédia de paradis mondial du quad. Qu'est-ce qui rend votre réseau de sentiers si unique et si attrayant pour les gens qui viennent de l'extérieur? C'est la qualité des sentiers, la qualité de la signalisation. Comme dirait le président de la Fédération, si tu te perds, recule, te piler sur le panneau, là. On a 9300 panneaux d'installés sur 729 km de sentiers. Ça fait que c'est beaucoup de signalisation, mais les gens veulent savoir. Rendu à Amqui, là, ils se trouvent loin. Rendu dans le bois, là, ils sont souvent inquiets. Mais ici, ils ne sont pas inquiets parce qu'il y a de la signalisation. Tu vas avoir du gaz en 27 km. Tu vas pouvoir manger dans 35 km. Ça fait qu'ils ont toujours l'effet de sécurité. Puis... notre président dit les Allemands ne se perdent pas. Puis s'il était venu une gang d'Allemands, vous ne devriez pas vous perdre. Là, on a gagné souvent le prix de la signalisation, la meilleure au Québec. Là, ils sont tannés, ils ne nous donnent plus, ils font plus le concours. Gérer un tel afflux de véhicules demande une préparation colossale.
Quel a été le plus gros défi pour votre équipe de bénévoles dans l'organisation des randonnées guidées et de la sécurité cette fin de semaine, quand le festival va se produire et les autres années? Le plus beau défi, c'est toujours d'avoir, là, on a plusieurs millions de kilomètres de tournées, il n'y a jamais eu d'accident. On a des règlements, pas de boissons, pas de dépassement, et c'est ça où, regarde, on t'ordonne tes affaires, puis on va te rembourser, là. Il n'y a pas question, c'est pas une course. Souvent, c'est des mononcles m'attendent, puis des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent aujourd'hui avec les côtes à côte, puis les côtes à côte 4 places. Ça fait que ces gens-là viennent voir, puis ils reviennent. Ils reviennent. J'ai des gens ici. Je parlais à un monsieur hier, là, fait 23 ans qu'il vient ici 1 mois. Il loue 1 mois, puis il reste là. J'ai des gens de Drummondville, Beauharnois, partout, qui viennent nous aider 4-5 semaines durant l'été. Ils payent le logement, ils restent ici, puis ils partent ses travaux, puis ils font du 4 roues en même temps. Ça fait que nous autres, on est un peu un club social là, qui nous traite à la fédération. Ils disent, vous autres, vous êtes un club social. On fait ça, s'amuser, mais on ne fait pas juste du 4 roues. On aide à des déjeuners communautaires à plusieurs municipalités autour. Puis on fait de l'animation pour que les gens s'amusent. On sait que la sécurité est au cœur de vos priorités. En tant que jeune de 17 ans, je m'intéresse à l'avenir de ce sport. Est-ce que la relève est vraiment au rendez-vous aujourd'hui dans les sentiers de la Matapédia et comment faites-vous pour donner le goût aux jeunes de s'impliquer de façon sécuritaire? Bien, nous autres, d'abord, ça prend un droit de passage. On est un petit peu indulgent envers les jeunes. Mais regarde, prends ta carte, prends ta journée. Bon, puis ils te rappellent une couple de jours après, bien, je vais avoir mon chômage d'une semaine, je vais apprendre. Puis on essaie d'avoir des sentiers sécuritaires. On a eu des agents de sentiers qui étaient dans la jeunesse, mais en vieillissant, c'est plus des jeunesses, mais en donnant l'exemple, puis on comprend le façon de faire aussi, mais on les accepte. L'important, là, c'est la sécurité, là, quand ils partent, puis qu'ils soient capables de revenir, parce qu'il ne faut pas penser que les gens de la région, rendus dans le bois, ils savent partout, tout le temps où ils sont. Mais avec la signalisation, ils savent. C'est très important pour nous autres, là. Puis les jeunes, bien, on commence à en avoir de plus en plus qui s'impliquent dans le club, qui viennent nous aider. Ça fait que il faut préparer la relève, parce que nous autres, on est à veille de dormir pour longtemps, là. Les participants ont le choix entre des randonnées libres ou des randonnées guidées. Comment s'organise la logistique pour guider des vagues entières de quadis en forêt? Bon, nous autres, on a des commissaires, c'est des guides, des commissaires, mais on a voulu faire plus fin que les autres. On a appelé ça des commissaires au lieu des guides. Ça fait bien rire le monde, là. Tout le monde trouve ça drôle. Mais on a un guide en avant, un guide en arrière. Fait que, on est capable de réparer. Habituellement, on réussit toujours à le passer en 4 roues, le temps qu'on répare, continue le randonnée, ne perdent pas le fin de semaine. Le gros groupe, là, il vient de Outaouais, Montréal, Nouveau-Brunswick. Fait qu'ils ne veulent pas perdre le fin de semaine. Ça fait 6 mois qu'ils y pensent. Ça fait 6 mois qu'ils sont inscrits. Ça fait qu'on a un système de remorquage qu'on ne parle même pas dans notre pamphlet. On donne des lunchs le matin aussi qu'on ne parle pas parce qu'il faut toujours en donner plus que ce qu'on promet. C'est la façon de dire « wow, c'est bien ». Si tu en promets trop, tu en donnes moins, c'est moins bien. Les randonnées incluent une halte de repas pour le midi. Comment le club collabore-t-il avec les municipalités ou les commerces de la vallée pour nourrir des centaines de festivaliers en même temps en pleine nature? Bien, la façon de faire, c'est qu'on a 2 randonnées, la rouge et la verte. Une journée, tu fais une, le lendemain, tu fais l'autre. Ça fait que ça sépare déjà le groupe en 2. On met des groupes de 15 qui partent aux 10 minutes. Ça fait qu'ils arrivent là-bas, disons, cette année, on va, exemple, à Sainte-Marguerite, puis on va à Saint-Irène. Il y a un repas qui se fait à Sainte-Marguerite, puis un repas qui se fait à Saint-Irène. On appelle le matin, on dit sont 80, sont 100, sont 120 qui vont aller manger chez vous. Ça fait que là, ils se préparent, ils sont déjà prêts, mais ils finissent leur préparation en conséquence. Puis ils arrivent par groupe de 10, 15 personnes.
Ça fait que ça fait pas trop à la fois. Ils mangent genre cafétéria. Puis ça placote, puis ça jase, puis ça se compte des peurs. Parce que c'est une fin de semaine de quad. Vendredi, samedi, dimanche, là, ça parle quad, ça mange quad, puis c'est le plaisir. C'est des gens qui se rencontrent ici, puis qui se voient à tous les années, mais ils ne se voient pas ailleurs. Le dimanche soir, vous proposez un grand souper suivi d'une soirée animée. À quoi les festivaliers peuvent-ils s'entendre pour clore les festivités en beauté? Bien, ils s'attendent à un bon repas. Là, on met les gens ne se connaissent pas souvent. Ils sont 2, 3 qui se connaissent. Ils embarquent dans un groupe de 15. À la fin, ils sont 15 qui se connaissent. Ça fait qu'eux autres, on leur fait les tables à eux autres. Des fois, il y en a qui ont une vingtaine, ils veulent être ensemble. Je ne sais pas, ils arrivent d'Outaouais, ils veulent être ensemble. Ils arrivent, on a une gang de Massachusetts. Eux autres, il faut qu'ils soient ensemble. Ça fait qu'on les laisse ensemble, ils connaissent d'autres mondes. Puis ils veulent être ensemble. Là. On veut être ensemble au repas parce qu'ils ont connu des gens intéressants, des gens qui ont des nouveaux amis. Puis c'est le but de ça. Ça fait que là, ils ont du fun. Puis là, c'est fini. Puis le lundi matin, les gens se ramassent, puis ça s'en va dans l'avant-midi. Nous autres, on a un gardien de 3 heures de l'après-midi le vendredi jusqu'à 9 heures le lundi matin. Parce que s'il fait trop fort, ça dépend des groupes. Là. S'il fait trop fort, il ne se lève pas 6 heures. Puis les gens, bien, le lundi, c'est toujours congé, ça fait du travail, ça leur permet de retourner sans manger des vacances ou pour ceux qui travaillent. Puis les autres, ils restent ici. Les retraités, souvent, là, ils restent quelques jours. Bon, ben, un grand merci pour votre temps, André Blouin, et bon festival à toute votre équipe de bénévoles. Merci beaucoup. Puis je voudrais dire un merci à tous les propriétaires de l'eau, à toutes les municipalités qui ont des règlements pour nous laisser passer. Nous autres, on a 729 km de sentiers. On n'a pas 100 pieds, nous autres. Ça fait que merci. Merci à vous. Allô, c'est encore nous, mais maintenant nous sommes au Verger Majamique. Nous sommes Marie-Lou, Amandine et Elisabeth. Suivez-nous pour rencontrer l'un des propriétaires. Pour débuter, je suis avec Michael pour en apprendre davantage sur cette nouvelle saison. Salut Michael, comment ça va? Salut, ça va bien vous? Ça va bien, merci. Donc, premièrement, quels sont les fruits qui seront disponibles cette saison? Cette saison, principalement, c'est la camerise. On risque d'avoir, là, nos plants sont jeunes de pommiers, mais on risque d'avoir aussi des pommes, des poires, puis on devrait avoir une quantité aussi de raisins de table. OK. Puis quels sont les... Est-ce qu'il y a de l'autocueillette cet été? Oui, certainement. Camerise qui commence justement vendredi dans 2 jours, le 24 juillet. Sinon, les pommes, on va voir un peu à la fin de la saison, mais c'est probablement l'année prochaine. OK. Puis pour terminer, combien de plants de camerise avez-vous? De plants de camerise, on a plus ou moins 9500 plants de camerise. OK. Merci beaucoup pour cette entrevue et bonne saison. Merci. Pour ma part, nous allons discuter des plantations. Bonjour Michael, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Combien de pommiers avez-vous? De pommiers, autour de 500 pommiers. OK. Et quels fruits demandent le plus d'entretien? Définitivement les pommes. Et quels fruits se conservent le plus? Je pourrais dire aussi les pommes et les poires, là, c'est des fruits qui se conservent bien. Intéressant. Et que faites-vous avec les fruits qui ne peuvent pas se vendre? On n'a pas beaucoup de fruits. Ben, en fait, les fruits qu'on ne peut pas vendre directement aux consommateurs, on les transforme. Puis on fait des tests aussi pour les prochaines années, là, fait qu'on ne perd pas de fruits. Là. Ah, cool. Puis, avez-vous des projets à venir? Oui, on a des gros projets à venir. On est en ce moment en attente de la confirmation là, de la construction d'un bâtiment principal pour faire une distillerie, une terrasse, parcours éducatif aussi sur le verger. Fait qu'on a des gros projets. Là. Ah, c'est cool. Bon, ben, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Pour poursuivre, nous allons en apprendre plus sur leurs produits. Pouvez-vous nous dire combien environ vous avez de produits faits à partir de camerise? Oui, on a en ce moment notre gamme de camerise contient 5 produits différents. Et quel est votre produit le plus populaire? Le plus populaire, c'est une bonne question. Le plus populaire, j'ai l'impression que c'est les camerises lyophilisées au sucre d'érable. Puis, mais dans quelle recette conseillez-vous ce produit? C'est utilisé de plein de manières différentes, mais particulièrement là, dans des yogourts ou dans des granolas. Ça peut être aussi, on les voit beaucoup dans des céréales aussi, plus pour déjeuner. Là.
OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres endroits où nous pouvons nous procurer vos produits dans la région? Oui, certainement. On a beaucoup de produits, beaucoup d'endroits de dépositaires. C'est inscrit sur notre site web. Sinon, Filles du pêcheur à Amkoui, Richelieu à Amkoui, les épiceries à côté, Matane au Vivier, Rimouski, on est chez Gaillard, on est chez Épicerie Demain aussi, qu'on a plusieurs points de vente. Là. Puis, et vous, quel est votre produit préféré? Ah, ça, c'est une autre question. J'ai une petite tendance à dire le coulis et Camery sapin brumier. Jamais goûté. Puis, merci d'avoir répondu à nos questions, puis bonne journée. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Amandine, Elisabeth et Marie-Lou au Verger Majamique. Je suis en direct du site patrimonial de pêche Matamadja à Coxapscal. Aujourd'hui, on plonge au cœur de notre histoire régionale. Je suis avec Sarah Bérubé et elle va mieux se présenter que moi je vais la présenter. Donc, Sarah Bérubé, médiatrice culturelle au site patrimonial de pêche Matamadja. Le site Matamadja a une histoire très riche. Si vous aviez à résumer en quelques mots pourquoi ce lieu est si important pour la Matapédia, que diriez-vous? Je dirais en fait que son histoire est très importante pour la région parce que c'est le début finalement de la région, la Matapédia. Oui, il y avait les gardiens du chemin Kempt un peu partout dans la région, mais le camp de pêche, c'est là qu'ils ont amené la population finalement dans Coxapscal avec l'arrivée du chemin de fer en même temps. Donc, ça a vraiment commencé, surtout le camp de pêche, c'est ça. Le chemin de fer, à un moment donné, c'était l'industrie forestière qui est arrivée de par le camp de pêche, donc ça a vraiment développé finalement la région. Là. À l'époque, ce club était réservé à la haute société internationale. Comment s'est faite la transition pour en faire un musée ouvert à tout le monde aujourd'hui? Oui, bien, le club de pêche privé, dans le fond, dans les années 70, il y a eu le grand déclubage partout au Québec. Donc, à ce moment-là, les droits d'accès qui étaient réservés à l'élite, qu'on disait, en fait, revenaient à tout le monde. Donc, c'est dans cette idée-là que le club de pêche qui appartenait à des gens privés, bien, c'est déclubé, est rendu accessible à tous. Donc, c'est comme ça, au fil du temps, bien, les bâtiments n'étaient pas utilisés par la population en tant que telle. Donc, on a décidé de quand même préserver l'histoire parce que, oui, c'était des gens d'un peu partout, des Américains notamment, qui venaient au club de pêche, mais il y a des gens du coin qui ont travaillé. Donc, on voulait raconter leur histoire et c'est comme ça que c'est devenu le musée Matamadja. Les jeunes pensent parfois que les musées historiques sont moins dynamiques. Qu'est-ce que le parcours jeunesse ou l'exposition Plaisir de pêche offre pour capter l'intérêt de ma génération? Oui, bien c'est sûr que quand on pense musée, c'est plus de l'histoire, des vieilles affaires. C'est pas tout le monde qui adore ça, mais je pense que notre nouvelle exposition, bien, c'est faite avec des balados, donc c'est très interactif. L'idée aussi, c'est pas juste de montrer des vieilles affaires, mais de raconter des histoires. On passe aussi sur la pêche, on parle sur la nature, l'écologie. Donc, on vient chercher, je pense, des thèmes aussi qui intéressent justement la plus jeune population. Et tu l'as mentionné, notre parcours jeunesse, donc qu'on a un dépliant pour les jeunes. Bien, je dis les jeunes. On a des gens du secondaire qui viennent et qui trippent parce qu'elle est super drôle, Lulu, puis on part dans une quête avec elle, avec des autocollants. Donc, c'est vraiment le fun. Je pense que, justement, on vient chercher une clientèle plus jeune pour montrer, bien, ça peut être cool, un musée, finalement. Là. On retrouve un bassin unique sur le site pour observer les saumons. Comment cet aspect nature complète-t-il l'expérience historique? Oui, bien, en fait, pendant toute l'exposition, on parle du club de pêche, on parle, bien, qu'est-ce qu'on pêchait ici? C'était souvent le saumon, c'était avec les cannes à pêche. Donc, à force de parler du poisson, bien, c'est le fun de pouvoir terminer l'expérience et dire, bon, on l'a peut-être pas pêché, mais on peut voir le saumon dans son habitat naturel, dans un bassin. Donc, ça vient bien compléter, en effet, notre expérience. On peut-tu les toucher ou... C'est un peu plus dur, je dirais, dans l'eau, là, mais on a des fenêtres et c'est vraiment le fun parce qu'ils sont très curieux, donc ils viennent le long des fenêtres. Donc on est capable d'avoir des photos avec eux quand même. Bien, merci beaucoup pour votre temps, puis on va aller voir ça, les saumons, c'est intéressant. Oui, merci à vous autres. Salut, c'est encore nous, Amandine et Elisabeth. Pour cette capsule, nous serons à la vallée de la Framboise. Venez avec nous. Allô, aujourd'hui, je suis avec... Claudine. Alors, j'ai débuté. À quel moment de l'année a lieu vos récoltes?
Les premières récoltes de l'année ont lieu fin juin, donc autour de la Saint-Jean-Baptiste. On commence toujours avec la fraise et la camerise, ainsi que les rhubarbes. Quels sont les fruits que vous vendez pour cette saison? Les fruits à vendre, on a à peu près une variété de 10 fruits. Donc, on a fraises, rhubarbe, camerise, comme j'ai expliqué. Ensuite, on a la framboise qui commence avec des petits fruits ancestraux, dont la groseille, cassis, gadelle. On a un petit peu de cerise. Ensuite de ça, la saison du bleuet va entrer en vigueur au mois d'août. Puis, on termine avec la citrouille, un petit peu de légumes aussi vers la fin de l'été. OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres endroits où nous pouvons nous procurer vos produits dans la région? Dans la région de la Matapédia, on a 2-3 points de vente. Donc, si on parle de la ville d'Amqui, on a la Fille du pêcheur qui va avoir nos produits transformés, la microbrasserie La Captive, ainsi que le supermarché Richelieu à Amqui. Ensuite, à Cause-Abscan, on est au site Matamadja, donc ils vont avoir aussi nos tartinades, nos gelées. Sinon, on a d'autres points de vente là, au niveau de la Matanie, Rimouski, Rivière-du-Loup, tout ça. C'est intéressant. Puis, avez-vous des projets ou des nouveautés à venir? Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés à venir. Donc, cette année, comme nouveauté, on a sorti la slush à la rhubarbe, donc qui a fait vraiment fureur. Donc, à suivre ce qu'on va faire avec ce fruit-là. Sinon, il va y avoir quand même des petites nouveautés à venir. Des nouveautés, en fait, on va continuer d'augmenter nos plantations, nos productions. Puis, des grosses nouveautés... Peut-être quelques nouveautés au niveau de la transformation. Là. Donc, ça reste à voir là, dans le temps où est-ce que ça va sortir. On a hâte. Puis merci beaucoup pour cette entrevue. Puis on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. À vous autres aussi. Pour continuer, je vais questionner Claudine à propos des produits disponibles. Salut Claudine, comment ça va? Ça va bien. Bonjour à toi. Premièrement, quel est votre produit le plus populaire? Un des produits les plus populaires qu'on a, je voudrais le plus populaire, c'est vraiment depuis les 15 dernières années, c'est la liqueur de framboise et de cassis, qui est un digestif à 23 % et qui va se rapprocher d'un porto. Donc, ça va être super bon à prendre tout seul, bien froid. On peut le prendre sur glace et on peut même en faire un kir avec un vin blanc. OK. Puis, pouvez-vous nous présenter une nouveauté? Nouveauté au niveau des produits alcoolisés ou tous produits confondus? Peu importe. Okay. La vraiment nouveauté de l'an passé, on a sorti une reliche à la rhubarbe. Donc, c'est un produit comme un condiment à mettre sur nos hot dogs, hamburgers, un pâté à la viande, un cipaille. Donc, c'est vraiment plus vinaigré. Puis avec la rhubarbe, ça vient comme adoucir un peu le goût. Donc, vraiment incontournable selon moi. OK. Puis vous, quel est votre favori? Mon produit favori, non, pas tous. Lui que j'aime vraiment, en produit transformé, la tartinade à la framboise. Donc, on va se mettre sur des toasts, sur une gaufre, sur des crêpes, dans un sundae, un petit peu partout. Donc, c'est notre fruit, dans le fond, où on a commencé notre histoire ici à la vallée de la framboise. Puis, dans les produits alcoolisés, je dirais que j'ai un petit faible pour la crème de camerise, qui est ici. Donc, qui est un produit qui est sorti depuis 2024. C'est un apéritif à 18 % d'alcool qui va être super bon tout seul, bien froid, mais on peut le mélanger avec un gin. On peut s'en servir pour faire des cocktails, dont on a un nouveau cocktail qu'on a à proposer. C'est avec un whisky. Donc, on passe au shaker, un blanc d'œuf, du sirop d'érable et c'est délicieux. Ah, parfait. Merci de m'avoir accordé du temps puis bonne saison. Merci à toi. Bonne journée. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. C'était Elisabeth et Amandine à la vallée de la framboise. Dans cet agenda culturel, on vous propose les activités qui sont à venir d'ici notre retour à notre programmation régulière d'Info.tvc en septembre.
Le 8 août, les amateurs de musique lourde auront rendez-vous au parc Pierre et Maurice Gagné pour Metal Agora. L'édition 2026 présentera Sandvice, Paradise, Blackguard, Troll War, Last Dance Among Wolves, Noor, Le Baron, Drowning in Blood, Mechanics, hommage à Megadeth, ainsi que Beer Dance, hommage à System of a Down. Du 13 au 16 août, Saint-Tarcisius soulignera à son tour son 100e anniversaire. Plusieurs activités sont prévues, dont jeux gonflables, feux d'artifice, chasse au trésor pour les enfants, un concours de tartes, une exposition d'artisans, une course de boîtes à savon et une parade du 100e. Côté spectacle, Manuel Castillo et la grand-messe hommage aux Cowboys fringants seront présentés le 14 août. Le 15 août, l'humoriste J.F. Otis et le groupe Alter Ego Experience seront de la programmation. Les soirées se termineront avec DJ Pop. Le 22 août, le site patrimonial de pêche Matamaja accueillera une exposition de voitures anciennes de 9h à 16h dans une ambiance familiale. L'activité mettra en valeur des véhicules d'époque, notamment des voitures associées aux grandes années des camps de pêche, et la visite du musée sera gratuite pour l'occasion. Le 27 août, La Captive recevra une soirée métal avec un Abstract Illusion, The Anchoret, Omnivide et Void Chaser. Il s'agira de la première performance nord-américaine du groupe suédois An Abstract Illusion dans le cadre de leur tournée de Sleeping Cities Tour. Le 30 août, retour au Matamaja avec une conférence de Pierre Lahoud sur l'histoire des camps de pêche du Québec. L'activité aura lieu à 13h au bistrot Matamaja et permettra d'en apprendre davantage sur ces lieux qui occupent une place importante dans le patrimoine québécois. Finalement, juste avant la fête du travail, Val-Briand accueillera le Festival Frolic du 3 au 6 septembre. La programmation musicale annoncée se concentre surtout autour des soirées du 3 au 5 septembre. Le jeudi 3 septembre sera consacré aux hommages country avec The Babysitters and the Drunk Uncle, le LT Country Band et Tendance alcoolique. Le vendredi 4 septembre aura des couleurs acadiennes avec Bart Henson, Hurt Leblanc et The Black Sheep. Le samedi 5 septembre, la grande soirée country mettra en vedette Stéphane Cyr, Francis de Grandpré et Les Cousins. Les activités de jour et la programmation du dimanche doivent être dévoilées plus tard. Bref, l'été s'annonce bien rempli dans la Matapédia avec de l'humour, de la musique, du sport, du patrimoine et des activités familiales. Plusieurs grands rassemblements dans nos municipalités. Les gens sont invités à vérifier les détails auprès des organisations ou de leur municipalité avant de se déplacer puisque certaines activités peuvent être modifiées ou précisées au cours des prochaines semaines. Donc, je vous souhaite un bel été. Merci d'avoir regardé cette émission et on se revoit la semaine prochaine pour la dernière émission de cet été.